Jacquesville et sa zone sont aujourd'hui enclavés. Enfin, avant la construction du pont, c'est enclavé. Mais cet enclavement de Jacquesville a une petite histoire. Jacquesville avant était joignable par le continent à partir de Vridy. C'est après le creusement, n'est-ce pas, la construction du canal de Vridy, que Jacquesville est devenue une île, puisqu'on ne pourrait y accéder que par l'eau. Donc depuis ce temps-là, la desserte de Jacquesville était faite par le bac, par 2 bacs. Également, vous savez, c'est des engins à moteur qui peuvent tomber en panne et quelquefois ça causait beaucoup de désagréments en population de Jacquesville. C'est pour cela que l'État a décidé de rétablir en fait, la liaison avec Jacquesville de façon permanente. D'où l'histoire de la construction de ce pont. Avant la construction du pont, on a fait déjà une digue pour réduire la distance, n'est-ce pas, de construction du pont. Ça a été fait il y a longtemps. On a construit une digue qui a réduit vraiment la longueur de la traversée. Et en 2009, nous avons commencé ce projet de construction du pont de Jacquesville, un pont qui était attendu depuis de longues années. Alors le financement a été assuré par les bailleurs de fonds et l'État de Côte d'Ivoire. Parmi ces bailleurs de fonds, il y a la Banque ouest-africaine de développement, à Lomé. Il y a la BADEA à Khartoum au Soudan, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Et il y a le fonds saoudien, le fonds saoudien. Et puis il y a le fonds de l'OPEP. Qui sont les principaux bailleurs de fonds, plus l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit les acteurs, l'étude a été faite, excusez-moi. L'étude, la première étude, l'APS, a été faite par Royal Asconing. Voilà, c'est un bureau hollandais, Royal Asconing, qui a fait l'avant-projet sommaire. Ensuite, le BNET a fait qu'on appelle l'APD chez nous, l'avant-projet détaillé. Et aujourd'hui, acteurs sur le terrain, en tout cas, sur le projet, il y a Arab Contractors, qui est l'entreprise de construction du pont, qui est une entreprise égyptienne. Et il y a comme mission de contrôle le groupement, j'ai dit tout à l'heure, un groupement burkinabé et koweïtien, AGM du Burkina et TAEP du Koweït. L'AGEROUTE a assuré donc la gestion du projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Et bien entendu, le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures économiques qui a donc eu l'initiative de construire ce pont et qui le suit en tant que maître d'ouvrage. Donc voilà les principaux éléments. On vous a dit la longueur du pont c'est 608 mètres, si on veut être précis. La profondeur des pieux, on est allé jusqu'à 70 mètres, donc c'est pas un petit ouvrage. C'est un pont donc, en béton armé, en béton précontraint, pardon. Et je vais laisser donc Delasouba, le chef du projet, présenter les détails techniques. Comme j'ai dit, après cette visite, on vous donnera un document écrit qui présente le projet dans ses grandes caractéristiques. Ce qui intéresse les populations, ce n'est pas tellement de savoir la profondeur des pieux, le nombre de travées et tout ça. Là, c'est pour nous techniciens. Parce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est de montrer que le pont est terminé, puisqu'on l'a traversé nous-mêmes à 100% à pied. Oui, il est terminé, parce que la partie, le gros œuvre est terminé. On est vraiment en train de faire juste le revêtement ici. On va passer encore une couche de bitume, et puis sur les accotements. Et puis il restera la station de péage à terminer. Là-bas aussi, le gros œuvre sera terminé. Il va falloir maintenant installer les cabines de péage et les équipements. Le péage pourrait être terminé quand précisément? Oh, je pense que d'ici un mois et demi, on aura terminé le péage. Et donc l'inauguration sera reportée alors? Non, on n'a pas bien attendre. Ça c'est le gouvernement qui va décider, mais je ne pense pas qu'il faille attendre la fin de la mise en place du péage. De toutes les façons, même si elle était prête, les populations auraient demandé, et je pense que le président de la République aurait accepté que pendant quelques jours, quelques semaines, les gens circulent librement. Donc, déjà le taux d'exécution des travaux actuellement? Pour nous, c'est quasiment 100%. Je veux dire, il reste seulement le revêtement ici. Vous avez vu là-bas, d'où on vient, le revêtement de la voie d'accès et du pont lui-même, de chaque côté. La population peut l'emprunter maintenant ou bien, enfin, je veux dire, le chantier est encore ouvert. Donc, c'est quand c'est inauguré qu'on peut traverser à pied ou en voiture. Pour l'instant, oui. On constate que
Le passage piéton n'est pas trop. Mais pas comment? Il n'y a pas de passage béton. Pas assez accessible. Trois mesures sécuritaires, sachant que les gens, quand ils sont en voyage, ils sont Avec prêts les bagages. Quand on fait un pont, c'est pas pour marcher à pied, si vous voulez. C'est un pont qui est fait pour des véhicules. Donc, on a quand même un mètre et demi de chaque côté, qui est pour moi paraît suffisant pour les gens qui marchent à pied. Qu'en est-il de l'inauguration concrètement? Non, oui, d'accord, par les Et juste de l'autre côté là-bas, on a constaté des fissures au niveau c'est pas des fissures, c'est des places pour les joints de, qu'on appelle les joints de dilatation. Et quand on fait les travées là, quand il fait chaud, ça bouge, comme tous les corps. Donc on laisse. Non, c'est compris dans la conception du pont. Vous savez, le pont, il y a plusieurs travées, il y a plusieurs parties du pont. Ces parties-là, comme c'est du béton, quand il fait chaud, ils peuvent se dilater. Et quand il fait froid, ils reviennent. Donc, il faut laisser un espace entre les travées, qu'en cas de dilatation, on n'a pas de problème. Donc, vous le verrez là où il y a les fissures, sur le côté, vous verrez qu'il y a les parties du pont sont bien distinctes. Donc après, même ce bitume, on va le casser pour placer les joints de dilatation. C'est des éléments en plastique, de sorte que quand ça se dilate, ils viennent... voilà. Les deux roues ne sont pas autorisés à passer du pont. Pourquoi pas, ils vont payer aussi. De quel côté passer là qu'on voit tel que c'est pas. Mais à Abidjan, quand les deux routes... non, là-bas, les passages piétons un peu plus... À Abidjan? Il n'est pas sur le troisième pont, j'ai dit à Abidjan, par général. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, les deux roues sont les usagers comme les véhicules. Ils sont censés emprunter la chaussée. DG, qui sont ceux qui vont payer le passage? Tout le monde. C'est-à-dire les deux roues, les véhicules? Les deux roues, ça dépend qu'on appelle deux roues. Si les cylindrés, je pense qu'ils vont payer le péage, l'argent moteur. À partir de 125, j'ai dit comme ça, je n'ai pas les éléments de détail. Bon, si c'est un vélo, je pense que bon, le vélo est un peu considéré comme un piéton. Est-ce que le bac sera toujours opérationnel pour les véhicules? C'est fini, pourquoi il serait Venir du bac. Si le pont est là, le bac va être transféré sur d'autres sites, parce qu'on a beaucoup de sites où les gens traversent seulement par bac. Grand Laou par exemple, est aujourd'hui enclavé, il n'y a que par le bac qu'on puisse aller à Grand Laou. Donc, une fois que le pont sera inauguré, il sera ouvert à la circulation, le bac qui est ici va être transféré sur un autre site. Alors là, on ne laisse pas l'alternative aux populations de choisir. Parce que là, tu payes ou tu ne payes pas. Bon, de l'autre côté, on te donne le choix de payer en passant par le pont HKB et de ne pas payer en passant par les autres ponts. Mais à Javi, ça ne sera pas le cas. Non. Pour les véhicules, en tout cas, ça sera le péage. Pour les véhicules, si vous êtes à pied, vous le traversez à pied, on ne va pas vous faire payer. Donc... Mais des populations qui ne payaient pas par le passé, qui du coup vont commencer à payer, est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est comme si vous me disiez, si met un péage sur une route aujourd'hui, on a mis le péage sur la route, l'autoroute, les gens ne payaient pas avant, aujourd'hui ils payent. Il faut qu'on arrive à qu'on comprenne que ça a coûté 20 milliards et demi cet ouvrage. Bon, ça a été payé par des bailleurs de fonds et l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour pouvoir maintenir ce pont en état, il sera à péage, donc tous les automobilistes vont payer le pont. Monsieur le DG, il y a le pont... Combien de temps Combien de temps le pont HKB la concession va durer la concession, c'est combien de temps? Ici, c'est le fonds d'entretien routier qui va gérer le péage. Je pense que ce sera un péage également sur peut-être en 20 et 30 ans, ça c'est pas à mon niveau. C'est décidé au niveau du gouvernement, savoir pendant combien de temps il sera concédé, la période de concession. Parce que même sur le pont Henri-Conan Bédié, la concession elle est 30 ans, ça ne veut pas dire qu'après 30 ans il n'y a pas de péage. On pourra confier à quelqu'un d'autre parce que tant qu'on veut maintenir le pont en bon état, il faut qu'il y ait de l'argent. Et cet argent ne peut venir que du péage. Ok, monsieur le DG, on a constaté des situations sur des infrastructures qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire. Je vais parler de l'autoroute Abidjan-Yamsoko. Je vais parler également du pont HKB. Mais il se trouve que ces infrastructures, après, on se rend compte qu'il y a des inondations, il y a des fissures au niveau des voies. Alors, quand on sait qu'il y a pas mal de structures qui interviennent dans le cadre de la réalisation de ces travaux, comment vous justifiez ça? On parle de quoi précisément? Même l'inondation des ponts HKB et puis des nids de poules qui apparaissent déjà sur le pont, sur l'autoroute Abidjan. J'ai expliqué tout à l'heure pour ce qui est arrivé sur le pont Henri-Conan Bédié. C'était une inondation qui est venue du mauvais fonctionnement du système de drainage et d'assainissement. Dans une ville, ou même en ville, nous avons un système de drainage et d'assainissement qui existe déjà. Quand vous construisez un ouvrage, ce que vous faites, les eaux que vous collectez sur cet ouvrage-là,
vous créez un système qui va se connecter sur le système existant de drainage et d'assainissement. C'est exactement comme je disais tout à l'heure, quand vous construisez une maison. Si vous la construisez dans une zone qui est viabilisée, ça veut dire que le réseau de drainage et d'assainissement est déjà fait. Il existe public. Vous faites votre maison, vous vous connectez sur ce réseau d'assainissement et de drainage. Donc les eaux qui viennent de chez vous, que ce soit des eaux usées ou autres, vont aller, chaque type d'eau va vers son système de drainage et d'assainissement qui existe. Il peut se faire que ce système sur lequel vous vous connectez ne fonctionne pas, il y a un problème de fonctionnement, donc vous allez subir les conséquences. C'est ce qui est arrivé sur le pont Henri-Conan Bédier. Le système général de drainage et d'assainissement pour que les eaux pour aller vers la lagune a eu des problèmes, ne fonctionnait pas bien. Donc les eaux qui devaient aller là-bas ont été refoulées, qui a créé l'inondation. Aujourd'hui, donc tous les acteurs, l'ONAD, l'Office national du drainage et de l'assainissement, qu'on appelle ça, la SODECI, s'occupe de l'assainissement en milieu urbain, sont à pied d'œuvre pour régler ce problème du système de drainage et d'assainissement lui-même. Une fois que ce système est réglé, on n'aura plus de problème d'inondation du pont Henri-Conan Bédier. Oui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait des travaux réalisés ici? Parce que vous avez suivi de bout en train, vous, en tant que maître d'ouvrage délégué, oui. Et vous avez donné certaines instructions à l'entreprise qui réalisait les travaux ici. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous, on est satisfait puisque ce que je vois là, le pont est terminé. Alors, quand il y a un ouvrage comme ça, il y a plusieurs acteurs, comme on l'a dit. Il y a l'entreprise, d'accord. Il y a la mission de contrôle, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en ce qui concerne les ponts, uniquement les ponts, on a un troisième acteur qui est l'ingénieur qui va garantir la stabilité du pont, puisque ce pont doit être assuré. L'État de Côte d'Ivoire, une fois que le pont est livré, va devoir l'assurer. Il faut des points d'assurance en cas de problème lié à la structure, lié à la construction. Et pour pouvoir obtenir cette garantie, les assureurs obligent que dans le cadre du projet, il y ait un ingénieur indépendant. Troisième pont Henri-Conan Bédier, c'était le bureau Veritas. Ici, c'est également eux, non? Voilà, c'est également Veritas qui assure donc ce contrôle-là. D'assurer que le pont il répond aux normes techniques et qu'à priori il n'y a pas de problème. Et si par extraordinaire il y a un problème, il y a cette assurance-là. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Nous, en tant que maître de la délégation, on s'assure que ces acteurs sont en place, qu'ils font leur travail, ils nous font des rapports régulièrement et nous transmettons au maître d'ouvrage. Et quand il y a des difficultés, tous les acteurs se réunissent et on choisit une solution technique. Donc en résumé, nous sommes contents du travail qui a été fait. Le pont qui est là correspond aux caractéristiques techniques que nous avons communiquées à l'entreprise et à la mission de contrôle. Donc on n'a pas de soucis particuliers. DG, c'est un pont qui est financé sur un prêt. Oui. Allez, simplement, on a pris crédit pour construire le pont. Absolument. Mais pourquoi pourquoi on n'a pas fait en même temps un pont conséquent, 2 x 2 voies par exemple, que de faire un petit truc rikiki, et puis dans quelques années on sera encore obligé. Alors, je vais vous répondre. En tenant compte du trafic. Je vais vous répondre. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, un transporteur, je veux faire la liaison entre Jacquesville et Abidjan en voiture, pour le faire en 2 chevaux, pour le faire en petit Toyota Corolla, pour le faire aussi en Mercedes climatisé, tout ça. Nous, pour choisir la taille d'un pont, on prend le trafic. L'élément important, c'est le trafic. Si vous avez 100 véhicules qui circulent chaque jour, ça ne sert à rien de faire un pont en 2 fois, comme une route d'ailleurs. On fait une route à 2 x 2 voies parce qu'on estime que le trafic est suffisant. On a un trafic important. Ici, les sondages qui ont été faits, enfin les études de trafic qui ont été faites, estiment le trafic journalier à 300 véhicules par jour. 300 véhicules par jour, faire un pont à 2 x 2 voies, c'est un peu un éléphant blanc. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on a acheté une Mercedes pour faire une liaison, on n'a pas besoin de ça. Ça coûtera plus cher. Tout à l'heure on parlait du péage, on m'a demandé combien ça va être le péage. Le péage il va servir en partie à entretenir le pont, mais aussi à rembourser une partie de peine. Donc on peut faire même un pont à 2 x 3 voies. Nous estimons que le trafic attendu dans les 10, 15, 20 prochaines années, une route à 2 x 1 voie suffit. Maintenant, s'il s'avère que le trafic passe à 5000 véhicules par jour, on peut faire un autre pont à côté. On fait un montage financier pour faire un pont à côté.
Rien n'empêche de faire notre pont à côté, si demain le trafic le justifie. Pour nous, ce qui justifie la largeur du pont, c'est vraiment le trafic. Monsieur, vous avez répondu partiellement à ma question. Sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, oui. Voilà, il y a des études même qui sont menées en ce moment et ils disent qu'ils vont situer les responsabilités en ce qui concerne les travaux au niveau de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne sait pas pour l'instant, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait des études aujourd'hui pour savoir d'où viennent les responsabilités. Parce que c'est comme une maison, vous la construisez, vous faites un plan. Quelqu'un vous fait le plan, n'est-ce pas? Vous choisissez l'entrepreneur pour aller construire, traduire ce plan en réalité. Et puis il y a des gens sur le chantier qui surveillent ce qui se passe. Quand il y a des problèmes, il faut d'abord chercher d'où vient le problème. Une fois qu'on a trouvé d'où vient le problème, on va situer les responsabilités. Il n'est pas inhabituel que sur des chantiers de cette envergure, il y a des problèmes. Nous sommes entourés d'experts aujourd'hui. Certains nous disent, ben, on a connu le même problème chez nous il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, on est en train de rechercher les causes de ce problème qu'il y a. Il y a effectivement des dégradations précoces sur certaines sections. On veut savoir pourquoi ça vient de quoi. Et ensuite, situer les responsabilités. Comme on vous l'a dit, un ouvrage, quand il est livré, il y a une période de garantie. Sur l'autoroute, les garanties, en fonction des sections, partent de 1 an jusqu'à 2 ans. Pendant cette période de garantie, s'il y a des dégradations qui sont dues à la mise en œuvre, c'est-à-dire à l'entreprise, mais normalement, elle a contracté une assurance pour se prévenir contre cela. Donc, il faut d'abord savoir d'où ça vient, situer les responsabilités et ensuite les faire jouer. Merci, monsieur.